Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de passer quelques heures avec ma collègue Noémie Morer. Alors Noémie, c'est une sage-femme autonome qui a travaillé à la maison de naissance de Namur, qui fait des naissances à domicile, mais qui fait aussi partie de l'équipe pionnière du gîte intra-hospitalier qui est le Nid à Namur. Et on a eu une très chouette conversation et à un moment donné, je lui dis « Mais attends, ça serait trop bien qu'on enregistre tout ça, là. » Elle dit « T'es sûre ?» Oui, je suis sûre. Je suis sûre notamment parce qu'on s'est parlé beaucoup de ce que c'était que la transmission et de quelles étaient ces étapes, justement, où il était temps aussi qu'on passe à la transmission envers les étudiantes, envers les sages-femmes qui veulent devenir autonomes parce que, on se le disait, en fait, on est de moins en moins nombreuses. On a encore des collègues qui ont décidé d'arrêter leurs accompagnements de naissance à domicile. Alors c'est sûr que on va être de moins en moins nombreuses, mais qu'on a besoin justement de ces énergies nouvelles parce que nous, un jour, clairement, on sera plus là. Donc il faut aussi qu'on puisse passer ce flambeau, allumer les étincelles, faire flamber les feux intérieurs de ces sages-femmes qui ont envie de se lancer. Alors je vous emmène dans cette conversation animée par cette envie justement de voir qu'est-ce que ça va devenir que les sages-femmes autonomes. Avec plein de réflexions, plein de belles choses. Je vous souhaite pour ça une belle écoute. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. C'est juste que je me disais qu'on pouvait effectivement parler de cette transmission en tant que sage-femme. Je pense que justement, on arrive, toi comme moi, à une période de notre pratique, de notre expérience de sage-femme, où on sent que l'étape d'après, c'est aussi de transmettre. Je dis pas qu'on est des vieilles mémères, je dis juste qu'on ressent aussi cet appel de... peut-être que la clé, c'est aussi de donner l'opportunité aux sages-femmes de demain, ou aux jeunes sages-femmes qui se lancent maintenant, à celles qui ont envie de se lancer dans l'accompagnement autonome, de se sentir outillées parce qu'en fait, on va pas se mentir, dans notre formation, en fait, ça existe pas. Enfin, on nous donne pas ça. Je sais pas toi comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as été étudiante, mais moi j'ai l'impression que c'était quand même hyper protocolaire, puis qu'il n'y avait pas... Tu sais, quand on parlait de l'extra-hospitalier, c'était de la folie en fait. Même si, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu des cours avec Reik. Donc Reik venait à notre école, donc ça apportait quand même un peu de ça. Et il y avait une autre prof, Catherine... non, c'était pas Catherine. Je sais plus comment elle s'appelait. Mais alors, c'est elle qui m'a parlé la première fois de je peux suivre tout un travail et ne jamais examiner une femme. Et ça me paraissait tellement impossible, tu sais, en mode quoi ? Elle est folle celle-là, comment elle fait ça, tu vois, voilà. Et maintenant, c'est moi qui dis ça aux gens. Moi, je pense que j'ai très vite été quand même attirée par la partie plus physiologique de l'accouchement et que j'ai eu de la chance parce que j'étais à Namur et que mes profs, il y en avait beaucoup. J'avais Pascal Créplet, j'avais Bénique de Tisbar, Ouais. donc c'était toute cette team-là. Ouais. À l'époque où elles étaient dans leur... vraiment... Après, il y avait Liliane Lambert, qui était une sœur aussi, qui était géniale. Super prof et tout. Et puis après, il y a eu un déclin à l'école, il y a eu des... Enfin voilà, et elles sont toutes parties et tout ça, et j'ai vu le changement. Et puis la chance que j'ai eue, c'est que aussi, je suis tombée enceinte pendant mes études. Et du coup, j'ai été suivie à la maison de naissance de Namur.
Donc j'ai fait du pratico-pratique direct. C'était au tout début de la maison de naissance de Namur, Ouais. du coup. Ah ben, c'est le 4e bébé qui est né là-bas. Ah, waouh! Donc, et du coup, j'ai découvert en live, si tu veux, le métier de sage-femme tel que, au fond, je rêvais de le faire. Mais en me disant, c'est inatteignable. Je me souviens sortir du congrès de l'Union professionnelle, de voir Evelyne Mathieu et de lui dire, mon rêve, c'est d'être une sage-femme comme toi, comme vous. Et puis elle m'a dit, bah, ça viendra. Et moi, je me dis, ça sera jamais, je sais pas quand ça sera, mais tu vois, moi, j'étais juste une petite étudiante. Et puis finalement, les années passent. Et puis, ouais, des fois, je me retourne et je me dis, eh ben, ça fait 22 ans. Hein. Et ouais, il y a des choses qui se sont passées. Et tu sais, ça me fait penser un peu à ce que c'est qu'au début, tu commences tes études, tu sais que tu sais pas. Tu sais même pas que tu sais pas, en fait. Tu sais rien. Puis après, tu sais que tu sais pas et que tu es en train d'apprendre. Après, tu sais pas que tu sais. Ça, c'est à la fin. Et en fait, moi, j'en suis un peu au stade où je sais que je sais des choses et que j'ai envie qu'une relève arrive. Et que finalement, ce que j'ai reçu, la transmission que j'ai reçue, j'ai envie... Et ça, c'est le cycle de la vie. C'est ce que j'ai reçu, j'ai envie de le transmettre à mon tour. Et donc, on reçoit, après, on construit sa vie professionnelle, et puis, après, on a envie de transmettre. Et là, j'ai ma nièce qui commence ses études de sage-femme, qui est ma filleule aussi. Et il y a une des profs qui a dit « Ah, t'es la nièce de Noémie, elle a un parcours professionnel incroyable et tout ça. » Et c'est pas pour me glorifier que je dis ça, mais je me dis « Bah oui, en fait, je suis cette sage-femme qui a un parcours professionnel, tu vois. » Des fois, tu réalises pas que, bah oui, En fait, on avance sur notre petit chemin. Ouais. J'ai travaillé à l'hôpital, j'ai fait des expériences, et j'ai construit ma vie professionnelle pour être là aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai envie de transmettre un peu. J'aurais l'image un peu d'un, tu sais, comme tu fais du relais là, tu passes le relais. Ouais. Mais ce relais, il aurait un peu l'image d'une flamme là, tu vois, et de transmettre cette flamme, ce feu sacré un peu qui m'anime dans cette profession de sage-femme. Et je pense que quand même, bon, c'est pas un métier que tu choisis juste, oh bah il faut que je fasse un métier. Je pense qu'il y a toujours quand même quelque chose qui t'anime, qui est autour du soin, qui est autour d'aimer les femmes, d'aimer les bébés, d'aimer... voilà, ce serait intéressant aussi de questionner un peu pourquoi les sages-femmes, enfin les étudiants choisissent ces études-là. Donc ouais, c'est un peu ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, ouais. Tu sais qu'on a une amie commune qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, en fait, vous vous rendez pas compte, Noémie et toi, mais vous êtes les Evelyne et Bénédicte d'aujourd'hui. J'étais là, bah quand même. Elle dit, bah si. Ouais, enfin. Mais ça fait, tu vois, en fait, c'est de se rendre compte effectivement que chemin bonnant, on a fait notre petit chemin au fur et à mesure, et puis qu'en fait, ouais, effectivement, en fait, il est temps de passer à la transmission. Non pas que moi, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter, hein, mais je sens que justement, dans les années qui viennent, j'ai envie de continuer ma pratique parce que c'est ce qui me nourrit humainement, c'est tellement puissant, etc. Mais j'ai aussi envie d'accompagner des sages-femmes, des étudiantes sages-femmes, à sentir ce feu qui s'anime à l'intérieur d'elles. Tu vois, quand tu dis le relais, c'est la flamme, etc., je suis persuadée qu'il y a des tonnes Enfin, des tonnes. Il y a beaucoup d'étudiantes, en fait, qui se lancent. Ben, moi, en tout cas, dans le groupe d'étudiantes que j'accompagne dans le programme Sage-Femme Authentique en Devenir, ben, en fait, souvent, c'est des reconversions. C'est des femmes qui ont elles-mêmes eu des enfants puis qui se sentent appelées par la profession de sage-femme de par leur expérience. Mais même des jeunes sages-femmes que je rencontre, en fait, elles sont animées par un truc intérieur parce qu'elles veulent le faire avec cette ouverture, avec cette envie de pratiquer mine de rien autrement que ce qu'elles ont tout simplement à l'école. Donc elles ont envie de cette petite étincelle supplémentaire. Et donc moi j'ai envie d'animer ce feu-là, tu vois, j'ai envie de dire... Tu sais, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est de se dire, oui, bien sûr qu'il faut apprendre comment fonctionne l'hôpital, comment tu mets une perf, comment on met une péri, enfin tout ça, bien sûr, on va l'apprendre à l'école et c'est très bien. Mais il y a un savoir ancestral qui est là autour de la naissance. Et ça, c'est pas un protocole, et c'est même pas nous qui l'avons inventé. Je veux dire, c'est là qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transmission. C'est tu l'apprends au cours de ta carrière, et puis à un moment donné,
quand tu as commencé à comprendre en fait ce savoir ancestral autour de la naissance qui est que depuis que, comme dirait Karine, que depuis que le monde est monde, les femmes enfantent les enfants, ben, c'est juste tellement du bon sens de se dire, ben oui, ça existe depuis toujours. Ce qu'on veut, c'est l'observer et après aider aussi d'autres à pouvoir observer ça. Je me souviens avoir observé des sages-femmes laisser le processus se faire et me dire, waouh, ah ouais, les périnées s'ouvrent, ah ouais, parce qu'à l'hôpital, je n'avais pas eu beaucoup l'occasion pendant mes études de voir vraiment des périnées s'ouvrir, parce qu'on touchait beaucoup, ou on faisait des épisios. Même si là, ces pratiques évoluent, je pense, et tout ça, mais ça restait quand même rare de pouvoir vraiment voir un périnée s'ouvrir. Et puis là, d'un coup, avec des sages-femmes qui laissaient le processus se faire, tu pouvais voir ça. Et du coup, ouais, redonner aussi aux étudiantes ce goût d'observer ce processus naturel, physiologique. Tu sais, j'ai rencontré des sages-femmes traditionnelles mexicaines et justement, en fait, quand elles sont partera traditionnelle, en fait, elles sont même pas passées par l'école. Donc, tout ce qu'elles acquièrent, c'est vraiment de la transmission et c'est surtout de l'expérience. J'accompagne une sage-femme expérimentée et je pense que il y en a une Sabrina m'avait expliqué qu'en fait, elle a accompagné genre pendant 6 ans une sage-femme avant de commencer à accompagner des naissances, quoi, tu vois. Elle a vraiment, du coup, observé, regardé, enfin voilà, tu vois, vraiment dans... Ouais, c'est quelque chose qu'en fait, on ne fait plus jamais, tu vois. Déjà, on n'a plus vraiment l'occasion de voir des naissances non... Tu sais, non managées, non écourtées, non... voilà, comme on peut en avoir souvent à l'hôpital. Et puis, bah là, c'est vraiment de la transmission... Ouais, on est chez Noémie, hein, donc il y a du bruit autour, mais c'est ok. Mais c'est bien aussi dans la spontanéité de l'instant et du moment de décider de faire un podcast, ça a aussi cette beauté-là. Mais donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que nous, on ne sait plus donner. Enfin, ça ne se fait plus du tout comme ça chez nous. Je pense que les matrones, à l'époque, elles apprenaient comme ça. Mais maintenant, voilà, les sages-femmes, elles doivent retrouver aussi leur place. Parce que pendant très longtemps, on a été juste, en tout cas en Belgique, on a été beaucoup les assistantes des gynécos. Et puis bah là, on doit retrouver aussi notre place de sage-femmes qui sont capables de suivre en autonomie les grossesses, être présentes aux naissances, manager les choses pour que ça se passe de manière tout à fait sécuritaire, etc. Mais du coup, maintenant, c'est à nous de réinventer comment est-ce que ça va se passer pour les sages-femmes de demain et celles qui se sentent appelées par l'appel de la sage-femmerie autonome. Parce que là, nous, on vient de faire un appel sur les réseaux sociaux pour avoir des deuxièmes sages-femmes à la maison de naissance, notamment. Alors, qui pourraient... on a dit aussi qu'il y avait une possibilité de compagnonnage si jamais elles ont envie de passer référente chez nous ou ailleurs. Enfin voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Et c'est tout un système à réinventer. Je ne sais pas du tout comment est-ce que ça se passe pour toi dans la transmission et puis dans comment est-ce que ça se passe le relais, justement, avec des sages-femmes qui veulent se lancer, mais qui, jusqu'à présent, par exemple, n'ont eu que des pratiques hospitalières. Comment ça se passe pour toi ? C'est-à-dire que si elles ont travaillé qu'à l'hôpital et qu'elles veulent un peu en sortir. Bah, je pense que si je parle de moi là maintenant actuellement, avec le fait que je travaille donc dans une structure comme le NI, qui est attenante à un hôpital et qui est en fait comme une maison naissance intra-hospitalière. Ouais, on dit un gîte, c'est ça, un gîte de naissance souvent. Mais chaque structure, je dis souvent un peu... parce qu'en Belgique, en tout cas, tu as le cocon Erasme, tu as des maisons naissance, tu as le nid comme nous. Et en fait, chaque structure a un peu sa manière de fonctionner, sa popote et son petit truc. Mais ça nous a permis, je pense, de faire une transition plus facile que de passer de l'hospitalier à directement complètement extra-hospitalier, à domicile ou en maison de naissance. Ça reste... je pense que c'est des intermédiaires qui permettent, je trouve, de remettre de la physiologie, d'être plus dans une observation du processus naturel de la naissance, tout en étant, entre guillemets, dans la sécurité d'être dans un hôpital avec des personnes qui vont pas juger, en fait. Enfin, moi, en tout cas, en disant, bon, si tu accouches de manière physiologique dans l'hôpital,
pour beaucoup de gens, c'est plus sécuritaire que d'accoucher physiologiquement chez toi. Donc bon, c'est le même processus au fond, mais voilà. Bon, c'est toujours le au cas où. Et si il y a quand même un problème, t'es dans l'hôpital. Et ça, je pense que ça permet à plus de sages-femmes qui ont fait de l'hospitalier de se projeter dans un projet comme ça. Le pas paraît moins grand que de quitter carrément l'hôpital pour travailler dans une maison de naissance ou à domicile, où là, t'es plus dans une extrême. On est quand même sur 1% des naissances en Belgique en extra-hospitalier, donc c'est un grand écart qui est quand même beaucoup plus grand, quoi. Ouais, clairement. Et c'est vrai aussi que... Mais tu vois, en discutant, je me dis, bah, c'est peut-être ça une intermédiaire... Disons que si je regarde aussi dans mon parcours, je me dis, moi j'ai travaillé avant de faire de l'extra-hospitalier, parce que j'ai travaillé 10 ans en maison de naissance, et puis après, là maintenant, à domicile ou dans une structure hospitalière, mais en faisant voilà, des naissances physiologiques dans l'hôpital. J'ai quand même travaillé à l'hôpital avant. Je suis passée par cette étape-là où j'ai travaillé en hospitalier, et je me dis que je dis pas que c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir faire une bonne sage-femme, mais je pense que quand tu sors des études, t'es pas fini d'être formé. Je veux dire, t'as un diplôme. C'est ce que je leur dis d'ailleurs aux étudiants. Souvent, je leur dis, bah oui, tu sors des études avec un diplôme, mais c'est là que tu vas commencer, en fait, à vraiment aussi apprendre et à créer ton identité professionnelle et tout ça par ton expérience, par les choix que tu vas faire et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que je suis sortie de l'hôpital, de l'école, je veux dire, pardon, et que j'étais à l'hôpital, mon but était de faire de la physiologie. Et en fait, c'est ça que j'aimerais, et c'est ça que j'essaye de faire quand je suis au nid, c'est de retransmettre de la physiologie dans l'hôpital. De la vraie physiologie. Oui, de la vraie. Alors bien sûr qu'on aura toujours des petits... des ponts à faire, c'est-à-dire que la vraie physiologie, pour moi, est-ce qu'elle est vraiment possible en dehors de chez soi? Bon, c'est une question, je la laisse ouverte. Mais c'est vrai, parce que tu sais, on dit que la première intervention, c'est de monter dans sa voiture. Et de partir dans une structure, parce qu'au fond, ben... Quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un gîte intra-hospitalier, un hôpital, une maison de naissance, la première action, c'est ça, la première action de prendre sa voiture, c'est déjà sortir de sa bulle, etc. Donc ça, clairement. Ouais. Donc tu vois, voilà, après, bon, peut-être que certains nous trouveront extrémistes, mais moi, c'est au cours de mes années de sage-femme, et je peux dire que maintenant ça fait 20 ans, donc voilà, c'est pas énorme, mais c'est pas rien. J'en suis persuadée, c'est que la vraie physiologie à l'hôpital est de toute façon déjà un tout petit peu biaisée. Mais en tout cas, d'y tendre, parce que le problème, c'est que l'hôpital et tous les protocoles et toute la médicalisation, souvent, vient manger la physiologie petit à petit, et donc en tout cas de vouloir y tendre au maximum, ça devrait être le but de toutes les sages-femmes qui y travaillent, et de rappeler qu'une naissance, non, c'est pas 7 heures, c'est pas t'arrives à 8 heures du matin et à 15-16 heures il est né, c'est pas la vraie vie. Oui. Une naissance, ça peut prendre du temps, que c'est pas que un bébé qui sort d'un utérus, c'est des parents qui se transforment, qui mettent au monde... c'est une histoire qui s'écrit, il y a tellement de choses qui sont autour que simplement... Et ça, je pense que les étudiantes ne le voient pas. Alors, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut... acquérir comme ça quand tu es étudiante, mais déjà de l'entendre, de savoir dès le début que c'est important. Et ça rejoint aussi tout à fait le sens clinique, c'est-à-dire que oui, il faut, avant de mettre un monito, toucher un ventre. Oui, il faut sentir est-ce que le bébé réagit, est-ce qu'il bouge, Et c'est parce que tu fais ça dès le début que 10 ans plus tard, eh ben, tu touches un ventre et tu sais comment est mis le bébé, tu sais combien il pèse, tu sais s'il y a du liquide, tu sais parce que tu l'as fait à chaque fois que tu as mis un monito, à chaque fois que tu as été en contact avec une maman enceinte, tu as développé ton sens clinique
Et c'est la répétition des gestes que tu vas faire. Mais si dès le départ, tu mets juste ton gel et puis tu essayes d'un côté le monito, puis tu essayes de l'autre, ben oui, tu vas finir par trouver le cœur, hein, parce qu'il est à droite ou à gauche. Donc voilà. Et puis les monitos ont des gros capteurs aussi. Voilà, et qui captent presque tout, avec des ondes quand même fortes. Mais du coup, ben, tu passes à côté de ton sens clinique. Et le sens clinique, il se développe dès le départ. Et moi, je me souviens de justement une sage-femme qui m'avait dit, mais tu sais... tu sauras en touchant le ventre estimer le bébé, ou tu sauras dès qu'il va sortir que tu vas le prendre dans tes mains, tu sauras combien il pèse déjà, à peu près à 100 grammes près. Et je me disais, oh là là et tout. Et ben en fait oui. Et je suis parfois meilleure. D'ailleurs il y a une expérience qui a été faite, c'est une sage-femme qui m'a raconté ça, des estimations par sage-femme expérimentée qui estimait les poids des bébés à la main, et les échographies, et ben les sages-femmes étaient meilleures. Elles étaient meilleures parfois en estimation de poids. Donc c'est pour dire en tout cas, enfin meilleures ou en tout cas pas si à côté de la plaque. Pas autant éloigné parfois. Qu'on pourrait penser qu'une machine va beaucoup mieux calculer et estimer le poids du bébé qu'une sage-femme, alors qu'en fait, non, c'est pas obligé. Il y a le savoir-faire et le savoir clinique il peut être vachement développé avec le temps. Je pense que ce qui est très important pour les sages-femmes qui souhaitent justement avoir cette vision-là, parce qu'en fait, des sages-femmes techniciennes, il y en a aussi, et puis c'est juste, parce que parfois on en a besoin de ces sages-femmes techniciennes aussi. Moi, je dis toujours quand j'ai besoin de la médecine, parce que je suis face à une complication, je suis contente d'avoir des techniciennes qui gèrent, tu vois, qui y vont, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on peut être physio et pas technicienne, on peut avoir ces deux casquettes-là et on peut être vraiment prêt à agir à tout instant, à tout moment, mais avoir cette vision réelle de ce que doit être, de ce que peut être la naissance sans notre intervention, sans avoir la prétention de penser que c'est nous qui faisons naître les bébés aussi. Parce que ça, je crois que dans le monde de la naissance aujourd'hui, même de la naissance respectée, etc., il y a beaucoup cette image de je dois faire, les femmes, elles doivent savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire pour pouvoir mener une naissance à bien, etc. Tu vois, ça déborde de contenu là-dessus, hein, que ce soit le rebozo, les massages, les points d'acupression, le machin, le truc, le brouhaha. Moi, j'aime bien dire, en fait, la plupart du temps, t'as pas besoin de ces outils-là, parce que les femmes, en fait, elles le font, les bébés le font, et tu vas l'utiliser que dans certaines situations où t'en auras besoin. Mais c'est pas systématique, c'est pas parce que tu vas accoucher que tu vas avoir besoin de tous ces outils-là, c'est juste en plus, là, c'est un peu la trousse à outils de la personne qui va t'accompagner, en fait. C'est même pas à toi de manager ça, dans la réalité. En tant que femme qui s'apprête à enfanter son bébé. Mais c'est ce que je peux dire à une étudiante, c'est de dire, tu sais, le savoir-faire, savoir mettre une perf, mesurer un ventre, ça, tu vas l'apprendre. Ouais. Mais le savoir-être, ça, c'est des qualités humaines qui se développent au fur et à mesure. Au fur et à mesure et tout ça. Alors, t'as plus ou moins celles qui vont avoir ça plus inné, des personnes, tu vois. Mais tu peux très vite être tellement dans le savoir-faire d'en oublier un peu justement cette qualité d'être juste là parfois, juste donner une main, juste être présente, juste rien faire. Et que ce sera aussi nécessaire que de savoir mettre une perf. Alors par contre oui, il faut quand même savoir le faire. En tant que sage-femme, tu dois savoir être efficace et pouvoir gérer une urgence, agir et avoir les gestes techniques qui sauve, on est d'accord. Mais c'est plus facile à acquérir, je pense, que parfois de savoir-être à côté et d'observer la femme, observer le processus, juste humblement. On est quand même beaucoup dans faire, trouver des solutions, agir. On devrait peut-être apprendre à observer juste en mettant ses mains sous ses fesses, tu vois. Parce que, je sais plus c'est qui disait, justement les gynécos, ils me disent tout le temps qu'ils ont tout vu et qu'en fait ils savent, en fait ils sont autant interventionnistes parce qu'ils ont tout vu, ils ont vu beaucoup de complications, mais en fait ils n'ont jamais vu de naissance où on met pas ses mains et où on fait rien, tu vois. Mais de toute la naissance, je veux dire, tu vois, où vraiment on va pas aller mettre nos doigts pour examiner l'école, on va pas, enfin tu vois, on va juste être dans la présence, dans l'écoute, mais pas dans l'intervention. Pas mettre nos doigts au moment de la poussée, tu vois, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est important. Et du coup, tu me disais que maintenant tu donnes aussi un cours à l'école. Ouais, ça fait déjà quelques années que je donne. J'ai toujours donné cours en fait, enfin pas toujours, mais ça fait un moment déjà. Ça fait combien de temps, tu sais? Combien de temps? Ça fait au moins 10 ans. Ah waouh! Ouais, que je donne cours. Trop bien.
J'ai donné cours à une école, à l'autre école, je me suis un peu baladée. Et j'ai donné cours d'éthique et cours autour de la naissance, du périnée, prévention du périnée. Je me suis beaucoup passionnée pour ça, en fait. Comment prendre soin du périnée des femmes, parce que je faisais aussi un petit peu d'aide à se réapproprier son périnée en postpartum, et aussi toutes les questions de la sexualité. Donc c'est un sujet que j'aime beaucoup, et en fait, quand tu fais de la prévention du périnée, finalement, tu fais beaucoup de prévention de la physiologie aussi, parce que c'est quand même le moment où, quand le bébé arrive, là, les périnées, c'est le moment où tu pouvais vraiment bien accélérer l'accouchement quand même. Allez, hop, une petite épisio, et, et une demi-heure après, même pas 5 minutes après, le bébé est dehors. Alors que c'est un moment où je trouve que ça demande souvent une belle confiance et une belle patience, parce que ce moment où le bébé arrive là et que tu te dis, bah ouais, il est presque là, quoi, il manque, allez, à la prochaine, le bébé va sortir, et puis Et non, pas encore. encore une. Mais tu m'as dit qu'il sortait, non, encore une. Et c'est vrai que c'est tentant, tu te dis, oh, si je coupe, et ben hop, il sort, et si je fais ça, et si je mets une petite ventouse, et hop, il sort. Enfin, c'est le moment où quand même. Et donc se rappeler que oui, c'est le moment peut-être aussi très intense d'accouchement, mais aussi tu patientes là, ben, le bébé passe, le périnée s'ouvre, et en fait, voilà, c'est là que quelque chose s'accomplit aussi, et que tout ce qui va être évidemment position, liberté de la femme de mouvement, va aider à ce moment-là. Que si tu la laisses coincée sur le dos, les pieds dans les étriers, bah, il va finir par sortir aussi, hein, mais par contre, si tu la laisses libre, en général, elle va avoir envie de changer de position à ce moment-là, de se mettre sur le côté, accroupie, et donc de vraiment montrer aux étudiantes comment est la femme à ce moment-là, et comment tu peux... Donc je m'amuse beaucoup avec les étudiantes à mimer des femmes en travail. Bon, déjà parce que moi-même j'ai déjà accouché 5 fois, donc je sais, je l'ai vécu dans mon corps assez pour vraiment savoir ce que c'est. Et aussi parce que j'accompagne beaucoup de femmes et que j'en vois beaucoup, donc j'ai des C'est facile sources de mimer. d'inspiration. Ouais, tout à fait. Et de toutes sortes, de tout type. Et alors du coup c'est marrant, ça les confronte un peu à quelque chose qui finalement elles voient pas beaucoup. Parce que celles qui arrivent à l'hôpital à ce stade-là, il y en a quand même pas tant que ça, hein, quand on sait le nombre de péris. Ouais, tout à fait. Il y en a quand même beaucoup qui sont sur le dos, sous péri et tout ça pour ce stade-là. Et je trouve que c'est un bon moment, c'est un bon sujet pour pouvoir reparler de cette physiologie, et donc du coup de remontrer un peu l'intensité de ce moment. Et en fait, ouais, je pense qu'à chaque fois, vraiment, elles adorent, on passe un bon moment. Je les mets mal à l'aise parce qu'elles sont là, oh là là, et tout ça. Mais déjà, c'est aussi quelque chose que je fais dans mes prépas, par exemple, en groupe. Donc des fois, je mime. Et donc, quelque part, c'est aussi pour dire, mais osez vous lâcher, quoi. C'est comme si tout d'un coup, là, on se met une musique devant des gens, on se met à danser, des fois on est là, on est gêné. Ben, c'est comme si, quand tu montres ça, c'est un peu gênant. Et en fait, quelque part, si moi j'ose le faire comme ça, mais vas-y, toi aussi, ose devant moi. Alors je dis pas qu'on fait ça devant plein de gens, mais comme ça, dans un petit cocon d'intimité, on peut oser un peu se lâcher. Donc c'est ce que je leur montre aux étudiantes, et j'essaye de les faire se lâcher un petit peu, quoi. Moi, je pense que les étudiantes, les sages-femmes, les jeunes sages-femmes, les étudiantes ont besoin, comme les couples, d'avoir un peu un nouveau prisme. C'est justement de voir, tu sais, de s'emplir de la naissance peut-être tellement belle et physiologique. Tu vois, la représentation qu'on a des naissances, elle est tellement médicalisée. Et puis, je dis souvent, en fait, les représentations qu'on a de la naissance, c'est souvent les séries et les films. Et j'aime rappeler quand même que dans ces moments-là, il n'y a aucune femme qui enfante et il n'y a aucun bébé qui naît, en fait. Ça reste du cinéma, avec un bébé couvert de gelée de groseille à la fin. Et enfin, voilà, mais du coup, ça n'a absolument rien à voir et ça ne reflète pas la réalité parce qu'en fait, ce n'est pas la réalité. Et même dans les émissions qui ont pu se faire dans des maternités, ben, en fait, il y a de la musique qui met du suspense, il y a toujours du risque, il y a toujours des histoires, parce qu'en fait, bah, le but, c'est que les gens continuent à regarder, donc voilà. Mais du coup, c'est important aussi de se formater à l'idée de
c'est faisable, ça se fait sans qu'on intervienne, en fait, tu vois. Parce que nous, on nous apprend tellement l'action qu'on aurait besoin de changer notre vision et de comme se nourrir exclusivement. Là, c'est ce que j'ai dit dernièrement à un couple que j'ai rencontré pour une première fois à la maison de naissance et où je leur ai dit va voir, en fait, il y a des comptes Instagram qui partagent constamment des naissances. Va voir. Va voir à quoi ça ressemble. Et je lui ai dit, j'ai dit au papa, j'ai dit regarde, parce que ce serait bien que la première fois que tu vois un enfantement, ce soit pas ta femme, parce que j'ai encore un papa qui m'a dit ah ouais, c'est quand même, c'est pas, enfin, il était pas hyper confortable, quoi. Donc je lui ai dit bah c'est vrai qu'avant t'avais pas vu de naissance. Il m'a dit non. Donc je dis bah c'est vrai que ça a du sens peut-être de dire maintenant qu'on a la chance, parce qu'en fait à l'époque de nos études, enfin moi, t'avais pas toutes ces images disponibles, tu vois, t'avais pas tout ce qui est disponible maintenant d'informations, de choses qui se transmettent sur tes droits, sur, enfin, moi quand je regarde les anglophones, il y a beaucoup de gens qui transmettent énormément de choses sur tes droits, sur qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que machin, à quoi est-ce que tu as le droit pour toi, pour ton bébé, comment est-ce que tu le défends, etc. Il n'y avait pas tout ça en fait. Ça, c'était, voilà. Alors aujourd'hui, tu as tout ça, mais je pense qu'on a besoin de se nourrir, de s'auto-nourrir, enfin, tu vois, en tant qu'étudiante, sage-femme, d'aller au-delà de ce qu'on t'apprend simplement sur la théorie, c'est de te nourrir de ça. Je suis persuadée que ça fait du bien, en fait, d'avoir constamment des images de naissance physiologique, d'avoir cette notion de ça peut bien se passer, en fait. Parce qu'en fait, on est porté par le prisme de la complication qui arrivera dans 0,5% des cas, mais c'est ça qui, tu sais, Qui guide toutes qui les guide la décisions. pratique. Oui, c'est ça. On a besoin de remettre de la réalité. On a besoin de remettre de la réalité et on a besoin de remettre du sens et cette vision globale, positive. Ça veut pas dire qu'on vit dans le monde des bisounours, parce que souvent on me dit ça, on me dit ouais, mais toi t'as une vision de la naissance. Je dis non, je sais que les complications ça peut arriver et je suis consciente en fait qu'on doit pouvoir agir si jamais c'est nécessaire, mais je dois pas être motivée par ma peur. En plus, si tu pratiques en ayant constamment peur de la complication, bah, c'est là où tu interviens et puis tu prends le dessus parce qu'en fait, tu as peur que ça se complique. Mais du coup, tu perds ta posture de juste j'accompagne et je suis là pour les femmes et pour les bébés. Donc on a besoin de nourrir ça. Donc je pense que c'est ça la transmission aussi des sages-femmes. Je pense que quand les gens viennent te voir, puis qu'ils ont envie de savoir un peu plus sur toi et comment est-ce que tu travailles, c'est ça qu'ils recherchent. Ils ont envie d'entendre Noémie qui raconte la dernière naissance, le dernier truc. Et puis même, enfin là, moi, j'ai vu les étudiantes juste après qu'on ait eu un transfert compliqué, etc. Et j'ai été touchée parce qu'elles m'ont dit, ben, en fait, est-ce que tu serais OK de nous en parler? Puis de nous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez agi, etc. Parce que ça fait aussi partie du boulot, quoi. Moi, parce qu'on raconte tu dis ça, on aime raconter des petites histoires, et il y en a une qui m'a marquée dernièrement parce qu'en fait, donc quand j'arrive au nid, j'appelle la salle d'accouchement pour dire bah voilà, je vais arriver avec une patiente de tel gynéco, etc. Et donc là, elle arrive au nid, je vois qu'elle est bien avancée et tout, donc on décide d'aller en salle. Et d'habitude, j'appelle toujours avant de quitter. Parce que le nid, c'est une petite maison qui est à côté. Là, on consulte et tout ça, mais pour l'accouchement, on va en salle d'accouchement dans l'hôpital. Et donc on part et je dis bah je vais appeler sur le chemin et donc j'appelle sur le chemin, je dis aux filles bah voilà, j'arrive avec une patiente. Elle me dit ah non mais tu peux pas venir là, c'est full, c'est rempli, il y a pas de salle d'accouchement. C'est pas possible, est-ce que tu veux pas rester au nid? Et là je me dis bah on était déjà en train d'arriver, je dis non bah c'est pas grave, je vais aller dans une salle de la maternité, tu vois, en attendant. Et moi j'étais très tranquille en même temps, voilà, et puis j'arrive et puis donc elle me font le topo et je vois effectivement qu'il ne va pas y avoir forcément de salle d'accouchement libre tout de suite. Donc je me dis bon, moi je fais des naissances à domicile, en maison de naissance depuis des années, donc être dans une salle dans une chambre de maternité, l'étage au-dessus de la salle d'accouchement, je veux dire,
C'est pareil. C'est tout à fait ok, aucun problème avec ça. Donc je m'installe, je dis tu peux prendre une douche, je ferme les rideaux, je mets l'ambiance, je dis à son mari t'as amené un peu de musique, je me fais mettre de la musique. Bref, on s'installe, on se fait un petit cocon dans cette chambre de maternité. Et là, la fille du service, elle me dit en 38 ans, il n'y a pas eu de bébés qui sont nés là. Enfin ça, elle me l'a dit après, mais bref, tout le monde était un peu genre ça va Noémie. Je dis ouais, non mais tout va bien, c'est une femme en travail, elle va très bien, tout est ok et tout ça. Et puis finalement, c'était quand même un premier, donc ça prend un peu de temps. Et elle avance super bien et tout ça. Mais là, les filles me rappellent, elles me disent écoute, il y a une salle qui va se libérer, donc d'ici une demi-heure, tu pourras descendre. Mais moi, à ce moment-là, je retourne. Tu sens que t'as pas... Et surtout, je dis rien à la mère. Ouais. Je lui dis tu sens, on va se mettre là, mais je lui dis pas, il n'y a pas de place. Je l'inquiète pas du tout. Je lui dis on se met là, voilà, fais ton truc et tout. Et puis finalement, elle commence à pousser, quoi. Et donc là, je me dis je vais pas la prendre, la changer de pièce, la redescendre en salle d'accouchement, la faire traverser les couloirs en train de pousser. Je dis, je vais appeler le gynéco, je vais lui dire, écoute, moi je suis dans la salle machin, je suis dans la chambre machin. Donc, je l'appelle, il me dit, ok. Et c'est là que je me dis, la confiance que j'ai créée avec eux, si je leur dis que c'est ok et que tout va bien, voilà. Donc il me dit, d'accord, tu peux rester là. Et donc finalement, elle a poussé, le bébé est né très très bien, mon premier bébé et tout ça, elle accueille son bébé là, j'appelle le gynéco au moment où le bébé va sortir, et il arrive, la tête était déjà là, vraiment, je gère mon truc. Et après, tout le monde était là, oh, mais il est né là. Il y a plusieurs réflexions, tu vois, c'est marrant. Et c'est justement la fille qui dit, en 38 ans, j'ai jamais eu une naissance en maternité, sur l'étage de la maternité. Il y en a une autre qui me dit, mais t'as fait comment? Tu l'as mis dans quelle position? Et je me suis dit, c'est une drôle de vision, en fait. C'est marrant, c'est qu'on est tellement habitué à ce que la naissance ait lieu là, dans la salle d'accouchement, avec sur le lit. Et le gynéco qui arrive et qui me dit, bon, Primi, donc elle avait une petite déchirure, mais vraiment pas grand chose, il fallait mettre 2 points. Il me dit, il faut que tu ailles me chercher un cialytique. Alors je dis, non, t'inquiète pas, j'ai sorti mon GSM, je lui ai mis la lumière, je lui ai dit, voilà, tiens, le cialytique, il est là. Il était là, ok, d'accord. Je dis, t'inquiète, nous on se débrouille, tu vois, quand il y a 2 points à nous, faire. on a des lampes frontales. Soit ça, mais moi, souvent, maintenant, j'utilise le GSM avec ma collègue qui m'éclaire, parce que, voilà, mais donc, tu vois, on a trouvé des solutions et c'était marrant l'émerveillement en fait que ça a suscité de se dire, on pourrait dire oui, heureusement tout s'est bien passé, mais moi je suis vite allée chercher, j'avais du Santo, j'avais ce que j'avais besoin et au cas où. surtout, mais on était à un étage d'une salle d'accouchement, des médecins partout, je veux dire donc on aurait pu faire face quand même, je veux dire, s'il y avait quoi que ce soit. Mais évidemment, tout s'est bien passé. Et je pense qu'aussi, le fait que je la préserve, que je la laisse dans sa bulle, à aucun moment, je lui ai fait part de oh là là, tu sais, t'es pas au bon endroit pour accoucher, c'est pas là que ça se fait normalement. Je sais même pas si elle a réalisé, tu vois, qu'elle était pas... en salle d'accouchement. Ouais, c'est après, je lui ai dit, tu sais, t'as fait un truc exceptionnel, t'as accouché en maternité. Elle était là, ah bon, mais pourquoi? Enfin, je dis, non, normalement, ça se fait en salle d'accouchement. Elle était là, ah ouais, d'accord, et tout ça. Donc, c'était vraiment marrant. C'est bien, t'as préservé son ocytocine. Oui, c'est ça. Mais, et surtout, tu parlais de peur, tu vois, aussi, de pas se laisser prendre par la peur, mais de faire confiance au processus de base. Si à tout moment, j'étais inquiète, j'aurais pas continué là. J'aurais dit, là, maintenant, il y a ça, il y a le bébé qui a ça, ou... on va descendre, il faut une salle, ou en tout cas, j'aurais prévenu tout le monde. Mais le processus se passait tout à fait bien, un bébé parfait, une femme qui était incroyable, qui s'est suspendue à, tu sais, les triangles là. Ah oui, elle était accouchée à son perroquet, tu vois, en train d'accoucher. Et je me suis dit, ouais, c'est pas mal les perroquets, des salles sur les lits. Et donc, voilà, du coup, je me suis dit, c'est ça, c'est de revenir aussi un peu à... peut-être cette simplicité de se dire qu'au fond, pas besoin de grand-chose. Non, mais ça c'est vrai. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Non, et les femmes le font. Et dans cette histoire, le plus important, ça a été de préserver ce qu'elle était en train de faire en lui disant, c'est bien, continue, tu le fais, vas-y. Et tu vois, je me dis, je suis pas là, elle arrive, non madame, on n'a pas de place, comment ça, pas de place, et fouf, tu vois, hop, le stress que ça pourrait engendrer et tout. Et là, tu préserves le processus, tu la laisses faire ce qu'elle a à faire. T'étais la vraie gardienne. Ouais, il y a un côté qui est... Moi, j'aime bien ces situations hors normes parce qu'elles nous ramènent un peu
un certain bon sens. Et je pense que le gynéco, je le remercie parce qu'il a été hyper... Bon, de toute façon, il fallait s'adapter, hein. Il a bien vu, hein. Je crois que ce matin-là, il a fait 6 naissances, tout enchaîné. Mais que déjà, il pouvait nous faire confiance et aussi que lui pouvait faire confiance au processus de naissance, quoi, en fait. Que tout va bien. Et qu'il a fait ses 2 points, elle était allongée dans le lit, il a fait 2 points, éclairé au GSM, et ça marche, quoi. C'est très bien. C'est vrai que c'est un cadeau aussi. On parlait du fait que c'était peut-être un lieu de tremplin pour les études, enfin pour les sages-femmes et voilà, d'avoir des lieux comme le nid pour pratiquer, puis pour apprendre justement la confiance tout en ayant un peu l'amorti, quoi, la sécurité de je suis quand même entourée d'une équipe, j'ai quand même tout le matériel, j'ai quand même tout ce qu'il faut, etc. Mais je pense que c'est aussi un cadeau pour les praticiens qui y sont. Comme tu disais, je pense qu'en 5 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. De par le fait que vous êtes venu pratiquer au sein de l'hôpital. Ça doit être très remuant, hein. Je t'admire beaucoup pour ce que tu fais parce que je pense pas que je suis prête à faire ça. Mais je trouve que c'est très beau et c'est une belle histoire que voilà, d'avoir amené de la pratique de sage-femme autonome au sein même de l'hôpital. Mais même, c'est plus loin que juste on a notre unité, etc. C'est que tu viens pratiquer dans leur service avec les praticiens qui viennent observer ces naissances. En fait, c'est un cadeau parce que c'est ce qu'ils n'observent jamais, puis c'est ce qu'on ne leur apprend pas. Donc dans la transmission, tu vas au-delà de la sage-famerie. Tu donnes de la transmission aussi pour les médecins. On dit, les sages-femmes, on est un peu accro à l'ocytocine et tout ça. Ah ça. Mais en fait, bon, on est Tout le monde. un peu, on l'est vraiment, je pense, parce que il se passe quelque chose dans une naissance physiologique. Clairement. Il y a je sais pas, il y a une espèce de pic qui est certainement hormonal d'ocytocine, mais du coup d'amour, d'émerveillement, de la vie, de son côté tellement merveilleux, quoi, tu vois, waouh, la vie jaillit encore une fois, tu vois, malgré la difficulté, d'un coup, ça... Et en fait, j'ai observé vraiment les gynécos, ils prennent goût aussi. On est tous humains, je veux dire, et d'avoir des gynécos qui me disent, non, mais appelle-moi, j'ai envie d'être là et tout ça, ou après une naissance, waouh, Noémie, c'était génial. Et en fait, je pense que n'importe qui sort d'une naissance physiologique où la femme s'est dépassée dans tout son amour avec son homme, où t'as laissé cette ambiance se créer, il se passe quelque chose et tout ça. Je pense que n'importe qui peut être sensible à ça. Un gynéco, même un anesthésiste, je sais pas s'il viendrait, mais pourrait ressentir. Les étudiantes, bien sûr, qui viennent aux accouchements comme ça, elles sont là, waouh, c'était trop beau, etc. Et quand tu prends une naissance un peu comme on peut en avoir, assez protocolaire, on va dire, pour pas être, mais voilà, sous néon, avec le cialytique entre les jambes, la femme qui ressent pas très bien les choses, un bébé qui nous inquiète et tout, bah oui, les choses sont beaucoup... C'est quand même, tu sors d'une naissance comme ça, un peu plus... C'est un peu plus dur que quand tu ressens une naissance où la femme, elle a touché sa puissance, elle a sorti son bébé, les parents ont pleuré d'émotion, ce bébé a ouvert ses yeux sans même trop crier pour nous rencontrer tous en disant je suis là, waouh. Et ça, quand tu peux vous observer ça, personne ne peut être insensible à ça, j'en suis certaine. C'est trop magnifique, quoi. Et quand tu fais ces 3 pas de recul parce que ce bébé vient de naître dans les mains de son père et que tu les observes et que même un gynéco qui est là, voilà. Et j'en ai eu des plus réfractaires quand même très... Voilà, on en a qui sont quand même... qui sont médecins, mais moi je trouve dans le bon côté des choses. Moi si je dois me faire opérer, les yeux fermés avec lui, c'est vraiment des excellents chirurgiens. Mais qui, l'obstétrique, l'accouchement, et des fois sont venus à mes accouchements et ils me disaient écoute, moi je sais pas trop me mettre, donc je vais attendre dehors et tout ça, parce que finalement, votre truc là, vous êtes dans votre bulle, dans votre truc, et moi j'attends à la porte, il n'y a pas de souci, et je lui dis mais il n'y a aucun problème, je t'appellerai si j'ai besoin, tu peux attendre dehors et tout, et voilà, parce que c'est vrai que ça peut être un peu gênant aussi d'être dans cette atmosphère-là si t'as pas envie d'y être ou d'y entrer, quoi. Et je préfère autant que ça se passe comme ça, mais c'est pour dire qu'il se passe quelque chose. Il y a une ambiance, il y a... Mais on touche à quelque chose de très particulier. On est à un moment tellement
intense, intime, beau. Enfin, je veux dire, un bébé qui vient au monde, c'est pas tous les jours. Enfin, tous les jours, il y a des bébés qui viennent au monde, mais je veux dire, pour ce couple-là, pour cette famille-là, c'est clairement pas tous les jours. Et on est Et d'accord. même pour nous, en fait, c'est un émerveillement à chaque fois. Enfin, Exactement. Je dis, le jour où je m'émerveille plus, ouais. ça veut dire qu'il faut que je fasse autre chose. Parce que moi, à chaque fois, c'est waouh, quoi. Oh là là. Et quand je regarde ce petit tête-là, je me dis, c'était toi qui étais là, qui était caché là. Et ce premier regard, enfin, tu vois, tu le laisses aux parents, mais après, ben, tu vas quand même jeter un petit œil pour dire, ah, il est comment celui-là? Et tu t'émerveilles à nouveau de ça, c'est trop beau, quoi. Donc, je pense que oui, finalement, dans un monde très médicalisé, très protocolaire et tout ça, ben, ces naissances-là, elles font du bien à tout le monde. Elles font du bien à tout le monde. Elles permettent aussi de se dire, bah ouais, quand même, c'est beau quand tu laisses les choses se faire. Tu sais, des fois, ça m'est arrivé même de leur dire, attention, elle n'a pas de péri, hein, parce qu'elles sont tellement bien, les femmes, dans leur ocytocine, dans leur truc, que tu sais, on a l'image de la femme qui hurle, Alors, il y en a toujours qui sont quand même expressives et qui crient plus que d'autres, mais t'en as qui sont quand même très, très calmes, très... on pourrait se demander si elle n'a pas une anesthésie, hein. Si tu peux préserver sa bulle, elle va faire ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de silence, de paix, et des fois, au départ, je devais dire, attends, doucement, quoi, vas-y, doucement, elle n'a pas de péri. Ou quand il rentrait, de dire, chut, tu vois. Préserve la bulle. Il n'y a pas besoin de parler fort, il n'y a pas besoin de te présenter, c'est pas grave, elle sait que tu vas arriver, donc, tu vois. Et c'est des petites choses qui paraissent rien, et en fait, qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup. La dernière fois, j'ai un gynéco qui arrive, et puis, tu sais, elle arrivait avec son énergie, elle avait géré d'autres trucs avant, j'imagine, et tout, bonjour, machin. Nous, on était... et même les parents, ils ont bien senti, tu vois, avec quoi elle arrivait. Et puis là, je lui ai dit, tu vois, juste un petit signe comme ça, avec mon doigt sur la bouche pour dire, et elle a tout de suite compris, c'est ça qui était génial. Et tout de suite, elle s'est mise dedans, et franchement... Ça lui a fait du bien dans sa vie de fou. Ça lui a fait du bien, j'en suis sûre. Je suis sûre. T'es là, t'arrives et il se passe un moment là de paix, de plénitude. Un bébé vient au monde, quoi. Waouh. Ah ouais, c'est vrai. En tout cas, merci pour cet échange parce que je pense que c'était hyper intéressant parce que finalement, c'est parler de la transmission au sens vraiment large et global finalement. Tu vois, on est au-delà des sages-femmes parce que là, ce que tu offres aussi, bah, c'est un cadeau aussi pour les praticiens qui, à la base, n'ont pas cette vision-là. Et finalement, peut-être une bouffée d'oxygène au milieu d'une journée ultra intense, ultra chargée, ultra adrénalisée, là. Et puis finalement, un peu d'ocytocine au milieu de tout ça, ça fait toujours du bien. Tellement. On est accro, hein. On est accro. Merci aussi pour cet échange. Voilà, je pense que c'était une vraie conversation de cœur avec une collègue que j'aime énormément, que j'admire énormément. Puis on a tellement de similitudes. On a eu notre premier bébé quand on était aux études. On a ce parcours, on a 5 enfants, on est française, etc. C'est très drôle. On avait dit un jour, on était à un anniversaire ensemble, on s'est dit, mais en fait, on a énormément de similitudes. Ça va jusqu'à avoir un garçon et 4 filles. En tout cas, si cet épisode vous a plu, puis peut-être ça a allumé quelque chose, notamment au niveau de la transmission, si t'es sage-femme, puis que t'es intéressée par la pratique autonome, bah déjà sache qu'à la Bulle, on cherche encore des deuxièmes sages-femmes, donc viens me parler en message privé, et puis bah, viens voir un petit peu si on peut faire un bout de chemin ensemble, et puis si t'as envie d'être compagnonnée aussi, parce que t'as cet élan, cette envie de devenir sage-femme autonome, sois la bienvenue à la maison de naissance. Et si tu es étudiante sage-femme, je le rappelle que j'ai créé une communauté pour les étudiantes sage-femme avec un programme qui s'appelle Sage-femme authentique en devenir. Donc je vais mettre aussi en lien dans la description de l'épisode. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de bienveillance où on peut justement parler de tout ce qu'on rencontre, etc. Il y a 2 visios par mois avec moi.
d'à peu près 1 heure et demie à chaque fois, et puis des outils que pour l'instant je vous offre, et puis on a déjà fait aussi des rencontres en présentiel, donc si tu sens l'appel, viens nous rejoindre, le lien est dans la description de l'épisode. Voilà, je vous donne rendez-vous mercredi, d'ici là, portez-vous bien.